Bienvenue à Destination Numérique, un balado de formation présenté par Événements Attractions Québec et Formation Infopresse. Moi, je m'appelle Arnaud Granata et je serai votre guide dans cette série sur le virage numérique dans l'industrie touristique. Alors, dans chaque épisode, on parle d'une tendance numérique incontournable avec des experts, mais aussi avec des leaders du milieu. Que vous soyez gestionnaire, entrepreneur ou encore spécialiste, ces conversations, elles vous permettront d'aiguiser votre regard stratégique et de bonifier vos pratiques. Quelle que soit la taille de votre organisation, on vous donne des conseils concrets et des ressources pratiques pour vous outiller et vous accompagner vers votre destination numérique. Alors c'est parti! Un des phénomènes numériques les plus connus du grand public, c'est sans contredit celui des influenceurs. C'est un terme un peu galvaudé, mais qui est aussi associé à ce que les spécialistes appellent désormais la création de contenu. Mais la création de contenu, elle est plus limitée aux influenceurs. Les marques elles-mêmes produisent et diffusent leur contenu, parfois de manière indépendante, parfois en collaboration avec des médias ou des personnalités. Bref, les opportunités du contenu de marque sont plus vastes que jamais, mais la compétition, la concurrence pour se démarquer sur les différentes plateformes n'a jamais été aussi importante. Alors dans cet épisode, on se demande comment la création de contenu permet-elle d'atteindre ses objectifs stratégiques. Notre experte invitée aujourd'hui, c'est Aurélie Sautier, fondatrice de la maison d'influence Made In, formatrice Infopresse aussi et chargée de cours à HEC Montréal. Bienvenue Aurélie à Destination Numérique. Merci Arnaud, bonjour. Et notre leader invité, c'est Marc-André Meunier, directeur marketing de Bromont, montagne d'expérience. Merci d'être là aujourd'hui, Marc-André. Merci. Alors, marketing d'influence, création de contenu, storytelling, tous ces mots qui ne manquent pas pour décrire un champ d'expertise qui est rattaché, on va se le dire, à l'utilisation principalement des médias sociaux. Selon vous, et je commencerai peut-être avec vous, Aurélie, quels sont les termes les plus appropriés pour bien cerner la discipline dont on parle aujourd'hui? Je pense que partir de stratégie de contenu, ça serait le plus approprié, de marketing de contenu qui va être finalement le parapluie de beaucoup d'autres champs d'expertise. Donc, le marketing d'influence va venir sous le marketing de contenu, le marketing par email peut venir aussi sous le marketing de contenu. Donc, je pense que marketing de contenu, stratégie de contenu, ça va être le point de départ vers d'autres choses. Ouais. Est-ce que, Marc-André, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous le définissiez de la même façon? Oui, plutôt d'accord. C'est vrai que je crois de s'en limiter à marketing d'influence, c'est trop précis. Puis quand on le pense, quand on crée du contenu, effectivement, c'est multiplateforme. Là. Donc, il faut le penser plus large que juste influenceur, mettons. Donc, stratégie de contenu. Mais question candide, mais c'est quoi une bonne stratégie de contenu, Aurélie? Alors, moi, j'aime bien définir la stratégie de contenu comme la réponse à trois questions, finalement. Qui on est, donc bien comprendre qui on est, bien comprendre à qui on s'adresse, donc le qui, le à qui, et finalement le quoi, qui va être vraiment le concret de la stratégie de contenu, qui va être la définition des piliers, des axes de communication, des piliers de contenu, etc. En opposition, j'ai envie de dire, au plan, qui va être l'exécution de la stratégie de contenu, qui va être le où, quand, comment. Donc, quelle plateforme, quel format, quand est-ce qu'on poste, etc. Quelle fréquence, qui va être davantage le plan, qui peut être un plan stratégique, mais qui n'est pas la stratégie de contenu, qui va être vraiment davantage sur définir qu'est-ce qu'on raconte finalement. Est-ce que je me trompe ou souvent, moi j'ai vu ça dans des équipes, on arrive tout de suite dans un calendrier de production de contenu et on n'a pas pensé une stratégie en amont. Est-ce que vous diriez que c'est aussi une des erreurs qu'on commet le plus? Oui, exactement. Le calendrier éditorial, ça va être finalement le concret du plan, en fait. Concrètement, comment on décline le plan ce mois-ci, le mois d'après, etc. Mais effectivement, on a tendance à aller très rapidement dans le calendrier éditorial, ne pas prendre peut-être le recul nécessaire en amont pour bien définir ce qu'on veut dire. Ouais, c'est intéressant. Le cas de Bromont est très intéressant parce que sur les médias sociaux, le site est vraiment positionné comme un lieu où on peut vivre des expériences,
un mot très à la mode, qui mérite d'être raconté dans des vidéos, des photos ou sur Instagram. Comment le positionnement de ce mot qui fait vraiment partie de votre branding, montagne d'expérience, et le mot-clic montagne d'expérience, mot-clic à montagne d'expérience, contribue-t-il justement à la création de contenu de la part des visiteurs, Marc-André? Ben, c'est sûr, nous, effectivement, c'est un choix de positionnement qu'on a fait quand même depuis plusieurs années. Il nous permet justement d'aller très large et c'est voulu. Dépendamment, Aurélie, elle dit bien, on se positionne souvent à qui on parle, mais c'est quoi qu'ils cherchent. Et chacun de nos segments, on doit le réfléchir. Et le contenu, souvent, Aurélie l'a vraiment dit, il faut le penser longtemps en avance. Et d'arriver avec le plan, ça c'est après. Mais ce que ça permet de faire, justement, pour nous, c'est vraiment d'aller sur qu'est-ce qui est important pour chacun de ces segments-là. Et en s'intéressant, je vous dirais, la bonne nouvelle, le contenu se crée et nous, on le rend accessible. Et justement, sur nos différentes plateformes, on s'en rend compte rapidement. Est-ce qu'il y a un trend? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne très bien? Qu'est-ce qui est important pour eux? De quoi ils ont envie d'entendre parler? Parce que souvent, une des erreurs des entreprises, c'est eux décident ce qu'ils veulent parler, mais finalement, au final, c'est pas ça qui ont le goût, là. Mais justement, le contenu, comment vous faites pour connaître mieux votre clientèle? Est-ce que vous l'utilisez comme ça, j'imagine? Oui, tout à fait. Nous, on surveille beaucoup. Je veux dire, nous, oui, on produit, mais on surveille beaucoup. Je donne un exemple actuellement, là, ce qui fonctionne, mettons pour le groupe jeune, les parcs à neige. C'est le début d'une saison, le monde a hâte à ça. Et le contenu qui est autour de ça est extrêmement populaire. On a créé un tout petit parc à neige avec le peu de neige qu'on a actuellement, puis c'est la grosse affaire. Puis pourtant, on se disait, on fait ça peut-être là, juste pour éviter d'autres problèmes ou que les jeunes ils se ramassent à un endroit qu'on veut qu'ils soient. Mais moi, je peux vous dire, on voit rapidement ce que les gens ont envie d'entendre parler. Puis on le sait, mettons, par exemple. Mais vous le voyez comment? Avec des sondages? Non, mais on peut, soit par rapport au contenu qui est partagé, mais sur de quoi nous, on parle aussi. Je veux dire, rapidement, on parle, chez Aurélie pourrait le dire, on peut voir les différents indicateurs. Je veux dire, si on pose quelque chose, puis il y a 3 personnes on entend les criquettes, là, ça veut dire que c'était pas la bonne chose. Puis ça arrive, là, les marques qui pensent qu'ils contrôlent le message puis que tout est intéressant. Ça dépend vraiment du timing. Il faut être là au bon moment, dans le bon format. Et souvent, ça, les entreprises oublient cet élément-là. Mais Aurélie, justement, moi, je me mets à la place d'une entreprise, événement, attraction, qui se demande quoi dire. Comment on trouve la réponse à ça? Quoi dire? De quoi mon public a envie que je lui parle? Oui. Est-ce qu'on fait un sondage? Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse dans tout ce que Marc-André vient de dire et c'est très intéressant, notamment quand il a dit c'est un positionnement qu'on a choisi il y a plusieurs années déjà. Le positionnement, c'est pas quelque chose qu'on change tous les 4 matins. C'est quelque chose qui, sur la durée, va faire en sorte que les gens comprennent qui on est. Et comment on choisit qu'est-ce qu'on veut raconter? Finalement, on va puiser dans la stratégie de la marque ou de l'organisation, vraiment qui on est, c'est quoi nos valeurs, encore une fois, c'est qui notre clientèle cible. Et aussi, on vient regarder par rapport à notre environnement, qui sont nos compétiteurs sur le marché et eux, comment ils se positionnent. Et l'idée, c'est de toujours aller trouver un petit peu l'endroit vide, l'espace à combler et d'aller se mettre là et de le faire dans la continuité et dans la consistance et dans la constance et dans la fréquence, en fait, finalement, sur une longue période. Puis, l'exemple ici, il est super intéressant parce que dans le fond, quand on a une stratégie de marque et quand on a une stratégie de contenu, ce que ça nous permet de faire, c'est de s'élever et de ne pas vendre seulement de ne pas vendre un produit ou un service, mais bien de vendre tout ce que ça peut évoquer au-delà du bénéfice produit ou de l'usage du produit en tant que tel. Donc là, c'est pas seulement je vais descendre une piste de ski parce que j'ai tout un choix à ma disposition. Là, je vais vivre l'expérience. Et donc, on m'a mis ça dans la merci. Donc, faut s'élever. Faut pas être juste au niveau du produit, ce qui est difficile parce que quand on vend, quand on est dans le milieu du tourisme, on vend des attractions. Faut vendre du billet. Là. Vous devez vendre des billets de montagne. Oui, tout à fait. Comment on fait pour créer un lien entre
entre les contenus que l'on raconte, diffuse sur nos plateformes et l'acte d'achat, là, ultimement. Là, vous vous occupez du marketing et des ventes. Oui, vous tout à fait. savoir. Ben, donc, vous avez raison. Puis quand j'ai commencé, vous voyez, c'est ma 6e saison. Au début, quand je suis entré, c'était très axé justement transactionnel, un abonnement, 200$, achète ça ici. Maintenant, pas besoin parfois de faire ça. Là. Je veux dire, oui, à un certain niveau, il faut communiquer de l'information. Je veux dire, c'est un des axes très, 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 très importants, mais tu peux quand même produire de l'information, du contenu qui va t'amener à une transaction, mais par un chemin complètement opposé. Encore une fois, c'est de s'intéresser en quoi ils ont envie de parler, puis est-ce qu'ils s'identifient dans ma marque, dans ce qu'on est comme entreprise, comment Aurélie, elle dit, comment on se démarque par rapport aux autres compétiteurs. Et nous, je veux dire, dépendamment des différents segments, c'est ce qu'on fait. Et ça nous permet justement d'aller chercher des éléments qui vont faire que, bon, ben OK, oui, je te considère. Donc, on est dans la considération. Et par la suite, on dit, bon, ben, OK, j'ai goût de faire partie de votre... J'ai goût de passer mon hiver avec vous. Qu'est-ce qu'il y a comme produit? Ça vient après. Faut séduire, en fait. C'est ça que j'entends. Tout à fait. Et comme je vous dis, c'est d'essayer de pousser la vente. Et c'est souvent un raccourci on a des objectifs financiers, on a de la pression, il y a une période de vente, on le sait, c'est très, très rapide, il faut que ça fonctionne. C'est une erreur. Il faut diversifier le contenu et c'est vraiment important. Et ça, moi, je pense, pour tous mes collègues de l'industrie touristique, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir. Oui, c'est intéressant. C'est un message important, en effet. Aurélie, on a souvent, longtemps en tout cas, associé les influenceurs à ces photos spectaculaires prises dans des destinations magnifiques de rêve. La vidéo, elle est venue complètement changer la donne quand vient le temps de raconter une histoire. On l'a fait en texte longtemps, on le fait de plus en plus en vidéo très courte d'ailleurs en ce moment. Pourquoi c'est important de bien maîtriser la vidéo dans une stratégie de contenu ? Je pense que la première chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est le format qui est le plus poussé naturellement par les algorithmes sur les différentes plateformes sociales. Donc, naturellement, c'est le contenu qui va le plus, finalement, être vu par les utilisateurs des plateformes. Des vidéos courtes, j'imagine ? Les vidéos, ça va dépendre de la plateforme. Ouais. Les vidéos courtes, oui, sur Instagram, sur TikTok, mais sur YouTube, je sais que souvent nos clients sont toujours étonnés un petit peu de la longueur des vidéos et de la capacité des gens à consommer des vidéos encore finalement très longues. Donc les deux, un mix des deux, mais évidemment adapté selon chaque code et selon chaque plateforme. Donc ça, c'est le premier élément de la réponse. Le deuxième, je pense que c'est qu'à travers la vidéo, on véhicule beaucoup plus qu'à travers finalement du texte et de la photo. On vient vraiment jouer sur l'émotion. Il y a beaucoup plus de choses qui peuvent transparaître. Et je pense qu'un élément important sur tout ce qui est production vidéo sur les médias sociaux, c'est de se détacher un petit peu de l'idée d'une super production et de vraiment d'arriver à la réalisation que cette vidéo ne va vivre que 24 heures finalement, puis va disparaître dans les méandres, dans les tréfonds des plateformes. Donc, ça veut dire quoi concrètement ? Accepter ça, oui, c'est ça concrètement. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut accepter que la production est plus légère et n'a pas besoin d'être très compliquée, n'a pas besoin d'impliquer 50 personnes, n'a pas besoin d'avoir 150 paliers d'approbation aussi. Et la fréquence est importante aussi, dans le sens où il faut le publier souvent. Puis ce que je peux entendre parfois de clients, c'est on ne va pas publier tout le temps la même chose. Mais en fait, oui. Je veux dire, vous n'avez pas nombre de pistes de ski infini. Mais il faut réinventer quand même le message, ou même pas? Non, parce qu'on a défini nos piliers de contenu, comment on raconte en fait l'histoire. Puis on va raconter la même histoire, mais une fois on va prendre la vidéo d'en haut, une fois de côté. Ou avec des intervenants différents. Exactement, oui. Et il ne faut pas avoir peur de ça, en fait, un petit peu... versus, à l'inverse d'une vidéo corporative qu'on va faire tous les ans, tous les 2 ans, la vidéo sur les médias sociaux, elle peut être réinventée en continu, mais finalement avec le même support, avec le même espace. Mais en même temps, c'est quoi le degré d'acceptabilité, de qualité là ? Moi, ça peut aller je filme avec mon téléphone jusqu'à une production légère. Ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Oui, mais je pense Marc-André a dit un truc très intéressant tout à l'heure. Bravo. Je t'envoie le 50 $. C'est d'écouter l'audience, en fait, d'écouter la réponse de l'audience. Et s'il y a effectivement 3 likes, c'est un signe
que ce n'est pas ce que les gens attendent de voir. Puis parfois, ce droit-là qui va être effectivement sur la top vidéo qui a coûté très cher à produire. Ouais. Donc, il faut tester beaucoup de choses avant de comprendre qu'est-ce que les gens veulent voir. Exactement. Il ne faut pas avoir peur de tester. Il ne faut pas avoir peur de supprimer aussi. Ouais. Puis par exemple, les influenceurs l'ont compris depuis très longtemps. Supprimer ce qui ne marche pas. Exactement, oui. Et reposter. Et parfois, c'est de supprimer, de reposter la même chose, mais à un autre moment. Parce qu'on est juste tombé dans une faille à un moment donné d'espace-temps sur l'algorithme. Puis de le poster 4 heures plus tard, la réponse va être tout autre. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Marc-André, est-ce que vous vivez avec ça, là, cette qualité ou cette facture de production légère dans de la vidéo? Oui, puis c'est toujours un défi, je dirais, moi j'appelle ça le return on energy ou le retour sur énergie. Ouais. Puis moi, comme gestionnaire, combien de temps et d'argent on associe à produire du contenu? Puis multiplateforme, là. Mais la vidéo, Aurélie le dit bien, ça peut être quelque chose qui est fait en 5 minutes comme en 5 jours, dépendamment du niveau de complexité. Puis moi, je peux vous le dire, dans l'industrie touristique, souvent, on est porté à essayer de faire la grosse production pour se démarquer, montrer les superbes paysages, mais souvent, c'est des vidéos qui vont être extrêmement compliquées à faire. Oui. Tout le facteur météo, le vent, le froid, et la personne qui est arrivée en retard, puis là, il y a plein d'affaires, puis là, t'as manqué ta fenêtre. Tu pensais qu'il faisait soleil à 10 heures, mais finalement, il fait pas soleil. Non, mais tout ça, c'est des variables. Mais donc là, comment reproduire du contenu sans ces éléments-là? Puis nous, on le voit des fois, je peux vous le dire encore une fois, plus qu'Aurélie disait, là, quelque chose qu'on pensait qu'elle allait être extraordinaire, puis finalement, ça nous a pris, comme je dis, 3 jours à tourner, puis ça fonctionne pas. Donc moi, je pense effectivement, la fréquence est quand même assez importante, mais il faut rester dans des sujets que les gens sont intéressés. Puis je reviens, on peut nous penser que les gens vont s'intéresser à quelque chose, mais ça se peut que la réponse ne soit pas là. D'où l'importance de bien connaître ces segments et bien connaître c'est quoi les sujets sensibles. Ouais. Ben, on pourrait dire que la création de contenu, c'est un art. Oui. On pourrait dire ça. Et comment est-ce que c'est compatible, cet art-là, justement, avec une approche plus analytique du marketing numérique qui est souvent portée sur la donnée, sur l'analyse, Aurélie? Très bonne question. C'est un art qui doit être compatible, en fait, parce qu'on peut pas vivre sans la réponse, en fait. C'est la réponse qui confirme la qualité de l'art et de ce qu'on est en train de produire. Donc, l'analyse des données, effectivement, elle est primordiale pour permettre de prendre de meilleures décisions la prochaine fois, de refaire, de comprendre vraiment, comme dit Marc-André, ce que les gens veulent voir et de pousser là-dessus, en fait. Puis, souvent, je reviens aux créateurs de contenu dans le sens où les créateurs de contenu, c'est un bon exemple parce que eux, leur produit, c'est la création de contenu. Ouais. C'est ça qu'ils vendent. Et ils ont compris ça depuis longtemps. Ils ont compris que ce qu'ils doivent faire, c'est donner à l'audience exactement ce que l'audience veut. Et je pense qu'en tant que marque, en tant qu'organisation, se référer à ça tout le temps et se rappeler ça, ça va permettre de prendre les bonnes décisions par rapport aux données analytiques qu'on peut observer et les comprendre de la bonne façon. Ouais. Marc-André, comment vous mesurez les retombées des initiatives de contenu? Est-ce que les retombées, elles sont toujours proportionnelles aux investissements? Vraiment pas, je peux vous dire. Malheureusement. Ça mérite d'être franc. Ah oui, non. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Non, il ne faut pas s'inquiéter, mais c'est après, comme je dis, moi, je le vois, c'est de la diversification. Puis je donne un exemple. Longtemps, là, comme plusieurs entreprises dans le secteur touristique, on s'est posé la question, bon, qu'est-ce qu'on fait avec TikTok? Là, c'est là. Ouais, on le voit. C'est la fameuse question. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'on fait avec TikTok. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce qu'on y va, on y va pas? Première question. Après ça, c'est à quoi que tu y vas? Comment et quel est le niveau d'importance par rapport à ça versus tout le reste? Est-ce que je délaisse quelque chose? J'embauche quelqu'un de nouveau? Pas toutes les entreprises qui ont ce luxe-là. Puis comment ça s'inscrit par rapport à tout le reste? Puis TikTok est une formidable plateforme. Puis je veux dire, c'est pas le but de la conversation aujourd'hui, mais quand même, en termes de contenu, ça peut être intéressant. Sauf que ça n'est une plateforme qui, pour nous, là, c'est surtout le temps, parce que c'est une plateforme qui est très peu coûteuse. Ça, je pense que c'est un des avantages pourquoi elle est aussi utilisée par autant de gens et autant de sujets différents, mais qui prend du temps. Tout le monde le sait, là, faire quelque chose vraiment là, qui a de l'allure. Là, on ne fait pas ça en 3 minutes dans son garage. Là. Donc,
pour répondre à la question, c'est malheureusement souvent très disproportionnel. C'est pour ça qu'il faut varier. Il faut faire du contenu de qualité. Il faut en avoir qui est, comme Aurélie dit, qui est là, qui est fréquent, qui est constant. On a un following, les gens sont intéressés, ils poursuivent, on a une audience captive, ils en parlent à d'autres, puis là, on se construit quelque chose. Mais donc, en tant que directeur marketing ou dirigeant marketing, donc gardien de l'image de la marque, c'est difficile. Il y a un laisser-aller, en tout cas, qu'il faut avoir, surtout quand on est une attraction touristique ou un événement. Le côté léché de sa marque est hyper important. Je pense à un festival, je pense à une montagne comme vous ou tant d'autres. C'est là qu'il y a une portion de risque qu'on doit être capable de prendre. Moi, c'est certain. Un des freins, pourquoi aller justement sur TikTok, ça va tourner comment? Puis d'avoir une ligne directrice par rapport à une marque, à un brand. Mais moi, je pense, selon comment on l'utilise, ça peut donner différentes perspectives. Puis j'étais moi-même réticent au début, me disais « Ah non, quelle perte de temps, mes employés. Hein, je vais avoir 2 ressources qui vont être là-dessus. C'est ça là, vraiment qu'on va faire. » Mais au final, forcé d'admettre que c'était une bonne décision. Parce que ça permet justement d'aller chercher un autre angle à la marque. Oui, c'est plus osé, oui, c'est plus risqué, mais quand même, moi, je pense que c'est un risque qui peut être payant. Puis on le voit actuellement. C'est intéressant. Parlant d'investissement, parlons aussi des publications commanditées. Déjà, expliquons ce que c'est, Aurélie, ces publications commanditées. Puis ensuite, quel regard vous portez sur cette pratique-là? Publication commanditée, donc ça peut être soit sous le format d'un boost, que probablement en tant qu'organisation vous avez tous vu sous vos posts. Donc une mise en avant. Exactement, mise en avant, pardon, oui, en français, si votre Facebook est en français. Donc la mise en avant, ou bien dans le cadre, donc via la plateforme publicitaire de Facebook ou autre plateforme, la création de campagnes publicitaires finalement à partir de contenus qui peuvent être le contenu propre de l'organisation, qui peut être du contenu d'influenceurs aussi, qu'on va pouvoir amplifier auprès d'une nouvelle audience. Donc ça, c'est de mettre de l'argent, finalement, derrière des publications pour qu'ils soient vus à une plus large audience, qui peut être de l'audience qu'on ne rejoint pas organiquement, ou qui peut être donc dans nos abonnés, mais qu'on ne rejoint pas naturellement, ou à l'extérieur, souvent à l'extérieur quand même. Est-ce que c'est une pratique que vous recommandez à ces marques, à ces entreprises qui veulent se faire connaître? Oui, absolument. Évidemment, pas à toutes les publications, sinon ça n'en finirait plus. Et je pense qu'il y a des publications, et c'est ça qui est aussi intéressant quand on analyse un petit peu les résultats de nos performances organiques versus payantes. On va voir qu'il y a des publications qui vont très bien fonctionner en organique, qui ne vont pas générer de résultats en payant, et inversement, des publications sur du payant, donc qui rejoignent une audience qui n'est pas la nôtre actuellement, qui vont très bien performer, mais en organique ne vont pas performer. Donc c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est que le format, la façon dont on communique le contenu, peut et doit être différente finalement qu'on s'adresse à notre audience ou qu'on s'adresse à une audience externe qu'on n'a pas acquise encore. Oui. Est-ce que vous faites ça à Bromont, d'avoir de la publication commanditée? Qu'est-ce que vous faites exactement? On a fait un peu ce qu'Aurélie vient de dire, nous-mêmes, donc on le fait de l'avant. Certaines qu'on se dit à celle-là, on pense qu'on devrait mettre un peu plus d'argent. D'argent, exactement, moi j'allais dire, d'emphase. Mais c'est vrai, ce qu'Aurélie dit, que des fois, on pense que ça va nous sauver. Hein? On a un gap là, sur tel produit. Là, OK, les abonnements de soir ne fonctionnent pas. On va mettre de l'argent là-dessus. On va mettre de l'argent là-dessus, ça va sauver l'univers. Puis là, finalement, pas grand-chose. Donc, ça dépend vraiment du sujet, ça dépend vraiment du contenu. Donc, je pense qu'il ne faut pas penser que c'est de la pensée magique. C'est très important à dire. C'est un bon levier, mais il faut vraiment, encore une fois, je pense, le message, il faut diversifier ce qu'on fait. Donc, ça, c'est une des choses. Il faut faire du organique. L'organique, c'est à nous. Là. Ouais. L'autre, c'est tu pousses un peu fort. Des fois, tu peux peut-être pousser trop fort. Mais nous, on s'est posé aussi souvent la question chez InfoPresse, dans notre propre création de contenu, est-ce qu'on amplifie une publication, une vidéo qui va déjà bien, ou est-ce qu'on amplifie une publication qui traîne un peu de la patte et on se dit, on va lui donner un petit coup, là. On met où notre argent, Aurélie? J'aurais probablement tendance à dire plus sur l'option 1. Qui fonctionne. C'est celle qui fonctionne déjà. OK, c'est bon. On n'est pas autant dans le champ qu'on pensait. Marc-André, comment bien choisir un créateur de contenu avec qui collaborer? Oui, vous avez dû en faire l'expérience. Oui, on a fait beaucoup. Bien, c'est inégal, je peux vous le dire, malheureusement. Mais à la base, là, je crois la
la connaissance du produit, pour moi, est quand même, avec l'expérience là, que j'ai, surtout dans un produit quand même spécialisé comme le ski, quelqu'un qui connaît pas ça, parce que connaît ça, ça a un très, très gros impact. Et l'intérêt et le temps consacré. Je donne un exemple, Mathieu Dufour, avec qui on a travaillé l'année dernière pendant une collaboration très, très étroite. Lui, ça a parti, vous savez comment cette histoire-là? Lui, dans le fond, là, il était là. Il venait à la montagne skier, puis on s'en est rendu compte. C'était déjà un client. Il était dans le chairlift, puis il était là, puis il faisait du contenu lui-même. Vous lui avez sauté dessus? Ben, non, mais pour vrai. Puis je me rappelle très bien cette journée-là, j'ai dit à ma gang, ben, j'ai dit, allez le voir, il est là. Et donc, clairement, il y a un intérêt, ça va être plus facile. Tu sais. Puis donc, admettons, ce type de collaborateur, ça a été beaucoup plus facile parce il comprenait le produit, il avait un intérêt à travailler avec nous. Et ça change tout. C'est vraiment, écoutez, à la fin, je peux vous dire, là, on était quasiment, c'est lui qui nous proposait des choses. C'était pas nous qu'on disait, écoute, je pense qu'on pourrait faire ça. Non, vous pensez à ça, je l'ai vu, là, je suis là. Donc c'est une collaboration qu'on pourrait qualifier d'authentique, on va dire ça. Tout à fait. Et Aurélie, en même temps, je me mets à la place de Marc, toute marque n'a pas la chance d'avoir des influenceurs dans son bassin naturel. Comment on fait pour en choisir un, ou une influenceuse d'ailleurs? Oui, ou ne le savent pas, parce que là, vous l'avez vu, mais vous auriez pu ne pas le voir. On n'aurait pu pas le voir, oui. J'étais content qu'il le suive, parce que c'est vrai que ça a été un hasard, si vous voulez, là, mais oui. Mais pour rebondir un petit peu sur ce que dit Marc-André, le lien et l'amour que finalement il avait déjà pour le produit et la connaissance, finalement, elle est super importante. Et d'où l'intérêt de collaborer avec des influenceurs, des créateurs de contenu, une fois qu'on a trouvé les bons, sur du long terme. Parce que le plus ils vont travailler avec vous, le plus ils vont comprendre l'organisation, ses valeurs, et le mieux ils vont être capables de le communiquer aussi à leur façon. Mais donc, ça va être de meilleurs ambassadeurs finalement au fil du temps. Mais la façon dont on choisit, la bonne façon, au-delà du nombre d'abonnés qui finalement devrait peut-être arriver en dernier, c'est vraiment la correspondance naturelle entre l'influenceur, qui il est, ce qu'il aime, sa communauté, ce à quoi elle est exposée naturellement par ce créateur de contenu, de quoi il parle naturellement, et nous, finalement. Ouais. Et le lien entre tout ça, les valeurs, etc., le plus c'est cohérent, le plus on va avoir de la pertinence et le plus les messages vont convertir éventuellement sur des ventes. Au final, c'est ça qu'on veut. Ouais, c'est finalement une bonne stratégie média de penser les influenceurs comme des médias, dans le fond, comme on ferait une publicité dans un magazine. Oui, exactement. L'influenceur est à la fois le média et le créateur du support. Absolument. Donc, Puis c'est quoi les pièges à éviter pour mettre en place une stratégie de contenu gagnante? Vous avez dû en faire, Marc-André, des erreurs. Oui. Allez-y, dites-nous. Justement, exactement ce que Aurélie vient de dire. Prendre quelqu'un pour son large following. Ouais. Puis se dire, hey, écoute, là, ça va être écœurant, là, on va parler à toute la planète. Là, puis, non. Si à la base, la personne, justement, il n'y a pas de fit, là. Là, je ne veux pas faire des stéréotypes. Mettons, c'est quelqu'un qui fait dans les cosmétiques. Puis ton produit, justement, c'est du outdoor. Ça se peut que ça résonne pas très bien. Puis ça, je pense, donc le choix de la correspondance est très importante, mais il y a plein de facteurs aussi. Là. Je veux dire, on a fait l'année dernière une campagne un produit qu'on était tellement sûr, la randonnée alpine, on voulait mettre en valeur, tout ça. Belle campagne de vidéos, léchées, le beau paysage, tout ça. Oh, quelle erreur. On entendait les criquettes. Là, ah oui. Là, oui, non, c'était... Puis pourtant, on pensait, nous, on était là, ça va être super. Là, puis, non, puis en plus, on l'avait fait avec un partenaire externe que je ne nommerai pas. Et malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné. Puis ça arrive, puis je pense comme Marc, il faut accepter que la moyenne au bâton, elle ne sera jamais 10 sur 10. Puis c'est normal. Se rappeler justement de dire... On revient, qu'est-ce que nos clients ont envie d'entendre parler? Puis, toujours de se ramener à ça, on peut être innovant par rapport à ce contenu-là. Donc, arriver avec ce qu'on a envie de parler, mais d'une manière originale, mais essayer de penser que c'est nous qui allons dicter ce que les gens vont vouloir entendre. Ça, c'est une erreur. C'est important. Aurélie, une erreur fréquente que les marques font souvent quand vient le temps de faire une stratégie de contenu? Je dirais, c'est effectivement de partir de son calendrier
marketing ou de son calendrier promotionnel. C'est pas bon ça? C'est qu'on revient à faire de la pub, mais là, on veut faire du contenu. Ouais. Et la stratégie de contenu, c'est dans le temps, ça va amener les ventes en arrière. C'est du long terme. C'est du long terme. Puis l'information factuelle de où acheter les billets, combien ça coûte, quand est-ce que c'est l'événement, finalement, dans le tunnel de conversion, pour un consommateur, c'est à la fin qu'elle est nécessaire, cette information-là. Mais en amont, on veut bâtir quelque chose. On veut bâtir justement le storytelling. On en revient à ce beau buzz un peu, mais qui au final est primordial. Donc, l'erreur de vouloir juste prendre ce qu'on veut dire, puis le dire, c'est ça l'erreur en fait. Prendre un peu de recul et regarder sur le long terme. C'est le consommateur. C'est qu'est-ce que lui veut savoir, comment nous, on est pertinent là-dedans. Ouais. À Bromont, vous avez aussi misé sur le contenu pour vous démarquer comme marque employeur. Est-ce que vous voulez nous en parler de cette campagne? Oui, justement, c'était avec Mathieu. Quand on a fait la connexion, on était au début du lancement de notre marque employeur. Et on avait décidé, avant même de travailler avec lui, qu'on y allait sur le ton d'être surprenant. On voulait vraiment arriver avec quelque chose qui était audacieux, qui n'était pas venez chez nous, on a les plus beaux emplois du monde. Non. Donc, on voulait carrément sortir. Puis on s'est dit, comme marque, on a le luxe d'avoir dans la personnalité de notre marque, pouvoir être audacieux, puis pouvoir faire quelque chose qui est bon. Et moi, l'humour, je trouvais que c'était un angle intéressant pour parler d'un sujet quand même assez sérieux, qui est l'emploi, surtout quand c'est des postes. Tu sais, je peux vous dire, là, recruter des gens en hygiène et salubrité. Je suis certain que mes collègues là, qui vont écouter le balado en industrie touristique, c'est pas facile. Ouais, surtout en ce moment. Puis c'est pas sexy, surtout parler de ça, mais c'est des postes hyper clés dans nos organisations. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Nous, ce qu'on s'est dit, c'est, Mathieu, on y en a parlé, on a dit, écoute, là, on ne fera pas essayer de vendre des passes de ski, là. C'est pas ça, là, nous. Nous, on a besoin de staff pour faire fonctionner la business. Puis on veut utiliser ton approche pour démocratiser ou juste rendre intéressant des postes qui sont méconnus. Ouais. Si je vous dis, qu'est-ce que fait un neigiste? Dire, il fait de la neige. OK, mais encore. Là, il part de l'eau avec des tuyaux. Mais on s'est dit, Mathieu, va aller sur le plancher puis il va rencontrer ces gens-là. Non, mais et puis on l'a fait, là, si vous voulez, là, je vais remettre ça grossier, un vox pop, on a exposé l'ensemble de nos postes à lui, qui allait de façon tout naturelle. Oui, il disait, là, vas-y, mais dans le fond, c'est lui, là. Il allait, puis ça rendait le lien très, très authentique. Ça a été payant. On lui a pas dit, essaye de faire dire ça à cette personne-là. Il connaissait l'objectif derrière, c'était de la mise en valeur des postes qu'on avait, mais c'était pas de dire « Ah oui, hein, tu aimes ton poste » parce que c'était pas ça. Puis ça a quand même, je vous dirais, très très bien fonctionné. Puis moi, je peux vous dire, j'encourage les gens à essayer de faire quelque chose qui, justement, naturellement, peut-être se serait dit « Ah non, on peut pas faire ça. Comment les gens vont recevoir ça? » Non. Les gens, les marques peuvent être créatives et sortir de leur cadre. Puis moi, je vous le dis, c'est hyper payant. On l'a fait. Puis à la fin de la journée, ça a été bon. Là. Vous avez recruté, c'est ça que j'entends. Oui. Est-ce que c'est à cause de ça? Peut-être pas. Mais ça fait partie de la stratégie. Ça a fait parler. Puis moi, je peux vous dire, mes propres collègues dans l'industrie m'ont appelé pour dire, Marc-André, c'est wow, c'est OK, c'est ça, on n'y a pas pensé à celle-là. Intéressant, bravo. En tout cas, Aurélie, et on finira là-dessus, un conseil là, pour une attraction ou un événement qui veut améliorer sa stratégie de contenu. Là, on repart avec quoi? On repart avec quoi? On repart avec un bagage qui comprend à la fois de la stratégie de contenu, à la fois un plan d'exécution de ce contenu solide, détaillé, où on a justement, comme dit Marc-André, une diversité. On va chercher la diversité, on va chercher la déclinaison en fait des différents contenus pour les différentes plateformes adaptées au code. Ouais. Et oui, parce qu'une stratégie de contenu, c'est bien, mais l'exécution doit être au niveau de la stratégie de contenu. Donc, super important. Une combinaison de ces trois et on mesure tout ça, j'imagine. On mesure et on optimise. On mesure et on écoute. Vraiment, on fait une écoute active de ces données. Bon, alors on a pris plein de notes. Merci beaucoup Aurélie Sautier, Marc-André Meunier. C'était fascinant de vous écouter. Ne manquez pas les autres épisodes de Destination Numérique. On parle notamment d'outils numériques pour le développement durable, de stratégie de contenu ou encore de cet fascinant univers qui est le métavers. Merci beaucoup à tous les deux. À très bientôt. Merci beaucoup.